Bien. Faisons le point sur les enjeux énergétiques mondiaux. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés pour cette dernière ligne droite de l'année 2025. Alors, on voulait juste vous proposer une petite mise à jour d'un document que, en règle générale, on fait une fois par an. C'est une petite photo sur la situation énergétique un petit peu de la planète. C'est toujours bien d'avoir ces éléments dans le contexte actuel et je dirais, par rapport au narratif qui nous est fait sur les enjeux énergétiques et les enjeux notamment liés au climat. Alors, les éléments qu'on vous montre sont issus d'une base de données, qui est la base de données qui est mise à jour tous les ans par British Petroleum, qui fait vraiment référence dans le domaine. Vous pouvez évidemment aller la chercher et la télécharger sur leur site. C'est une base de données qui est très conséquente. Alors, on ne va pas vous présenter l'intégralité des données, évidemment, qui sont mises en évidence, parce que sinon, il lui fallu qu'on reste là 3 heures. Je crois qu'il y a 65 onglets, quelque chose comme ça. Donc, on a fait un extrait, je dirais, des éléments qui nous semblent les plus pertinents dans notre réflexion par rapport à notre filière, qui est celle, évidemment, de l'automobile. Le premier point que je vous présente, qui est peut-être la carte la plus importante, c'est la carte qui rappelle un petit peu la consommation d'énergie. Alors attention, dans l'énergie, on met absolument tout, c'est-à-dire tout ce ce sont toutes les énergies primaires en quelque sorte. D'accord? C'est-à-dire que là, dedans, vous n'avez pas forcément l'électricité. L'électricité, on verra après. Euh, Parce qu'on fait de l'électricité à partir des éléments qu'on vous présente là, mais là, on prend en considération donc tous les besoins énergétiques de la planète, qui sont pour le transport, qui sont pour les bâtiments, qui sont pour l'industrie et qui sont également pour la production d'électricité. Donc, la planète, en gros, on a consommé en hexajoules 592 hexajoules en 2024. C'est 2,1% de plus qu'en 2023. Et comme vous pouvez le remarquer maintenant depuis une bonne dizaine d'années, on a une croissance des besoins énergétiques qui est quand même légèrement inférieure par rapport à la croissance économique mondiale et qui doit être à peu près au même niveau que la croissance de la population. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on arrive en termes d'input à avoir une capacité, une efficacité dans la production énergétique qui s'améliore, puisqu'en gros, on a moins besoin de croissance énergétique que de croissance du PIB. Ce qui veut dire que dans tous les domaines, y compris dans l'industrie, on est moins énergivore. Cependant, on a quand même une croissance de 2,1%, ce qui est quand même considérable. Si vous regardez la répartition mondiale de tous les camemberts que vous pouvez voir ici, alors j'avais fait un petit calcul, je crois que la Chine, on est à peu près 26-27%. L'Europe, on doit être à 8, les États-Unis doivent être à 10, 11, il faudrait que vous fassiez le calcul, je n'ai pas forcément le pourcentage sous les yeux, mais on va vous le donner à côté, c'est un fichier Excel. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, vous voyez, je vais revenir sur les grands pays, mais vous voyez l'Afrique, c'est que 21 hexajoules. Donc là, il y a un enjeu énorme demain, puisque l'Afrique sera le continent le plus peuplé en 2050, avec, je crois, 2,5 milliards d'êtres humains. Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à une très forte croissance des besoins énergétiques en Afrique. D'ores et déjà, on voit qu'aujourd'hui, le numéro 1, c'est la Chine, suivi des États-Unis. Après, vous avez beaucoup de zones qui sont à un niveau assez comparable, finalement l'Europe, le reste de l'Asie-Pacifique, euh, et puis des zones qui sont plus connues, qui sont assez constantes. On verra après, comme la Corée, le Japon, la Russie, l'Inde. L'Inde qui croît également énormément, on verra sur la carte suivante. Ce qui est intéressant, c'est de voir, si vous voulez, qu'au-delà de la consommation, de la production d'énergie, on voit que, eh bien, pour la planète, la première source d'énergie, c'est le pétrole, avec 34%. C'est à l'origine de 34% des besoins énergétiques de la planète. C'est suivi par le gaz avec 25 et ensuite le charbon avec 28. Alors, c'est quand même des montants qui sont considérables.
Parce que quand vous mettez le nucléaire, l'hydroélectricité et le renouvelable, vous avez à peine 14% des besoins énergétiques de la planète qui sont couverts. C'est-à-dire que la planète, elle tourne encore à 86% avec les trois hydrocarbures que l'on connaît depuis maintenant 2 siècles. Alors évidemment, le mix n'est pas du tout le même d'une zone à l'autre, mais globalement, et l'Europe d'ailleurs se distingue assez dans ce domaine, puisqu'on verra on fait partie des autres sur lesquels, entre guillemets, on a le plus contenu les trois hydrocarbures, mais on est quand même quasiment à 75%. Vous voyez. Si vous regardez la Chine, c'est encore pire, qui est le premier fournisseur avec une énorme part du charbon en Chine. On verra qu'il est lié à leurs réserves. Mais en Chine, vous avez 57-58% de la production d'énergie qui vient du charbon, ce qui est considérable. Vous avez après, en deux, le pétrole et le gaz naturel. L'Europe, c'est plutôt le pétrole en premier, le gaz naturel et le charbon en trois. Les États-Unis, c'est à peu près les mêmes pourcentages, mais avec une répartition pétrole-gaz naturel qui est à peu près équivalente. Et puis, vous avez des zones également, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, et vous avez une énorme quantité également, entre à peu près 80%, voire plus, au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, vous êtes à plus de 90%, 92-93, qui sont uniquement produits par les hydrocarbures. Donc, on voit que finalement, le régime des hydrocarbures, on y est, on est en plein dedans. Et le ratio, si vous regardez les résultats qu'on avait les années précédentes, ça bouge très peu. Donc, finalement, les énergies renouvelables, ça pèse très peu, ce n'est que 6% de la production des besoins énergétiques de la planète. Et c'est relativement constant. Ça augmente, bien sûr, mais très, très peu au fil des ans. Ça, c'est le premier point. Ce qui veut dire qu'en fait, on est dans une trappe d'hydrocarbures de laquelle il est impossible de sortir rapidement aujourd'hui. Si vous regardez les évolutions sur une année, donc entre 23 et 24, donc vous avez des camemberts ici qui sont exactement ceux que vous aviez précédemment, puisqu'ils représentent le même poids des zones ou des pays. Et là, ce qui est très intéressant de voir, c'est finalement la tendance dans laquelle se trouvent les zones ou les pays. En orange-rouge, c'est les zones qui, globalement, alors il y a deux chiffres en dessous du montant que vous retrouvez d'hexajoules. En vert, c'est la variation 23-24 et en rouge, c'est la variation 14-24, c'est-à-dire sur 10 ans. Annuel. C'est un taux de croissance annuel moyen. Vous voyez qu'en fait, en Europe, aux États-Unis, c'est très faible, c'est moins 0,1. On est sur une tendance légèrement négative. En Europe, on est sur du moins 0,9, ce qui est quand même pas mal. Et le Japon, on est sur du moins 1,4. C'est considérable, ça. Sur 2023, l'Europe et les États-Unis ont consommé un peu plus. Le Japon, en revanche, il est resté à moins 1,4. Et globalement, sur toutes les autres zones de la planète, vous avez une croissance à la fois 23-24 des besoins énergétiques, à peu près entre 1 et 3 et 4%, mais avec des zones très importantes comme l'Inde, qui a augmenté de 4,6% ses besoins l'an dernier, ce qui est considérable, et qui fait une moyenne de 3,9 sur 10 ans. Alors, vous allez voir qu'il y a des zones, en fait, 23-24, vous avez une croissance qui est supérieure à la tendance sur 10 ans. D'autres, c'est moins le cas, mais globalement, en Asie, on est sur une accélération des besoins énergétiques. Les tendances sur 10 ans sont déjà fortes. En Chine, c'est 3,1. 2,7 en 24, donc ça marque un tout petit peu le pas en Chine, mais c'est toujours fortement croissant, parce qu'on a quand même déjà une Chine qui est considérable, hein, qui fait 27% des consommations énergétiques de la planète. Et vous avez le reste de l'Asie, regardez qu'il y a plus 3,8 sur une tendance de 2,4. On a l'Arabie Saoudite. Alors, il y a une spécificité des pays producteurs de pétrole ou de gaz, c'est qu'ils consomment une bonne partie de leur extraction pour produire le gaz. C'est une petite parenthèse, mais c'est quand même important de la voir après. Mais globalement, ce qui est remarquable, c'est de voir l'Inde, qui là commence vraiment à décoller, et puis même l'Amérique latine, où à peu près toutes les zones sont en croissance. Et ça suit l'évolution globalement démographique, ça suit également globalement l'évolution du PIB et l'évolution des modes de vie, avec des zones, notamment au niveau des transports, on voit que le parc automobile augmente, les modes de consommation évoluent, les modes d'habitation, etc. Si on regarde maintenant le pétrole, alors le pétrole, vous avez une production, en fait, il faut l'interpréter différemment. C'est-à-dire vous avez en bleu la consommation,
par zone, et en vert, la production de ces mêmes zones. Au niveau global, on dit qu'on a une consommation de 101 et une production en fait de 96 millions de barils par jour en moyenne, 97. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la consommation, la vraie, elle est au niveau de la production, bien évidemment, mais on extrait plus pour pouvoir, notamment dans tous les pays, il y a à peu près 4 à 5% en fait du pétrole qui est auto-consommé On pour a des pouvoir EPI, extraire le on pétrole. a fait des C'est le amadéos, processus de fabrication. alors qu'ils ne sont pas bien. Enfin, Stellantis, c'est Ce qui fait ce qu'ils font. que Trois, si vous regardez au niveau mondial, on est toujours sur une Trois. production de 97 millions de barils. Vous voyez globalement qu'il y a un pays qui est très équilibré, qui est les États-Unis, qui produit autant qu'il ne consomme. En revanche, ailleurs, vous avez de forts déséquilibres. Soit vous avez des pays, type Arabie Saoudite, Moyen-Orient, qui consomment beaucoup moins qu'ils ne produisent, évidemment, parce que ce sont des exportateurs nets de pétrole. Soit vous avez des pays, notamment l'Europe, qui ont en fait un besoin de pétrole qui est bien supérieur à leur niveau de production. Donc là, on voit une cartographie. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, le pétrole, il y a beaucoup de pays producteurs. C'est un point très important, parce que vous allez voir qu'il en va différemment d'autres éléments. Et là, on a quand même beaucoup de zones, quasiment toutes les zones étudiées sont productrices de pétrole, et à l'intérieur de ces zones, vous avez évidemment beaucoup de pays. Donc, je crois que vous avez une cinquantaine de pays qui produisent du pétrole. Le prix du pétrole, ça, c'est des dollars courants. Bon, on est aujourd'hui, alors dans nos données, on vous mettra, on a également disponible des dollars constants, c'est toujours un peu plus intéressant parce qu'on voit l'évolution des FKT. Globalement, on reste quand même à un relatif niveau haut, mais beaucoup moins haut qu'il ne l'était il y a 50 ans, quand on a eu des crises pétrolières où le choc a été beaucoup plus fort pour l'économie qu'il est aujourd'hui. Mais vous voyez que là, on est quand même alors, quelle que soit la variable qu'on prend, le pétrole, le Brent de Dubaï, le Nigérian, celui des États-Unis, on est absolument dans les mêmes mouvances, on est autour de 80 dollars le baril. Si on regarde les flux mondiaux de pétrole, alors c'est assez intéressant de voir qu'en fait, comme on l'a déjà remarqué d'ailleurs depuis plusieurs années, ça s'est peut-être même accentué, globalement le Moyen-Orient, il produit principalement pour l'Asie. Il alimente énormément l'Asie du Sud-Ouest, la zone ASEAN, évidemment énormément la Chine, mais également le Japon, la Corée, ce sont des pays qui se font principalement alimenter par le pétrole du Moyen-Orient. L'Europe, c'est marginal, puisque vous voyez que l'Europe, en fait, c'est plutôt l'Afrique qui est en numéro un. Vous avez ensuite les États-Unis, qui eux-mêmes sont de très gros importateurs de pétrole du Canada, mais qui exportent une partie de leur pétrole. C'est assez intéressant de voir ça en Europe. Et puis, vous avez également marginalement encore la Russie, qui est quand même un bon fournisseur de pétrole en Europe. Après, vous avez un gros flux. L'Amérique latine, c'est marginalement l'Europe, mais c'est principalement vers l'Asie qu'ils exportent. Et l'Amérique du Nord, comme je vous le disais, c'est soit Asie, mais soit surtout Europe, et puis l'autoconsommation. Voilà le flux des pétroles, alors que ce soit par bateau ou autre. On a à peu près dans le monde aujourd'hui, donc il y a 97 millions de barils par jour en année. Si on regarde alors une carte que j'aime bien, parce que celle-ci, elle remet un peu les choses en place, en quelque sorte. C'est les émissions de CO2. Alors, ce sont les émissions de CO2 qui sont liées à toutes les activités, évidemment, mais évidemment, principalement, le fait de brûler des hydrocarbures, donc du pétrole, mais pas que, évidemment, dedans, le gaz, surtout le charbon. Si vous regardez les émissions de CO2, eh ben, on voit que l'Europe, alors l'Europe, c'est au sens du marché automobile, c'est-à-dire que vous avez l'Europe, le Royaume-Uni et les pays de la UE, ça n'est que 8% des émissions de CO2 de la planète. Ça, c'est quand même un point qu'il faut toujours avoir en tête, parce que lorsqu'on voit à quel point on a mis comme en exergue le fait d'être neutre en 2050 et de vouloir interdire les véhicules électriques non électriques, donc thermiques à partir de 2035, il y a eu un léger amendement il y a des jours. On peut légitimement se poser la question, en tout cas moi je me la pose, pourquoi se faire si mal, alors que s'imposer des contraintes qui, pour nous, ont des conséquences très lourdes pour notre industrie,
des contraintes qui nécessitent un virage à 90 degrés, voire même à 180 degrés en très peu de temps, alors que, in fine, ne pèse que 8% des émissions de CO2 de la planète. Donc, comme je le dis toujours, même le jour où l'Europe sera CO2 neutre, eh ben, vous aurez toujours 90%, 95% des émissions de CO2 qui seront toujours présentes du fait, tout simplement parce que la quasi-totalité des zones économiques du monde ne peuvent pas se passer de consommation d'hydrocarbures. Donc, c'est un point qui est quand même très intéressant. Vous voyez que la Chine est à 31%, les États-Unis sont à 13%, et puis ensuite, vous avez la Russie. Si on regarde la Russie, ils ont un taux très élevé par le nombre d'habitants qui sont, hein, 5%, alors qu'ils sont 150 millions, 145 millions d'habitants, c'est considérable. L'Asie-Pacifique fait l'équivalent aujourd'hui, même plus que l'Europe. Et puis, vous avez des pays comme l'Inde qui sont au même niveau que l'Europe. Et l'Inde va évidemment beaucoup croître. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une carte qu'on pourrait peut-être vous projeter. Donc, je vous la ferai, je pense, pour la rentrée. Il faudrait regarder le niveau de CO2 par habitant. Le niveau de CO2 par habitant et le niveau de besoin énergétique, même de consommation d'énergie globale par habitant est lié au PIB de chaque pays. Et là, ça veut dire qu'on est devant, notamment un continent pays comme l'Inde, qui pourrait, dans les années qui viennent, rejoindre la Chine. Hein. In fine, il y a 1,5 milliard d'habitants, ça sera le pays le plus peuplé en 2050. Ils auront 5 millions d'habitants de plus que les Chinois. Si l'Inde se développe, attendez-vous à ce qu'ils aient un niveau de sortie de CO2. Aujourd'hui, vous voyez, il est de 3 000 millions de tonnes. Bah, il peut être de 10 000 millions de tonnes dans 20 ans, 30 ans. Ça me paraît évident. Ce qui veut dire, et l'Afrique, évidemment, j'en parle même pas. Donc, ça veut dire que la part de l'Europe, quand bien même on continuerait à émettre un peu, est de toute façon vouée à ne représenter que 4, 5, peut-être dans 20 ans, 2%, 1%, qu'on soit à zéro ou pas. Parce que vous allez avoir une montée très forte des besoins d'hydrocarbures dans tous les pays qui vont se développer et dont le PIB se développe. Ça, c'est absolument certain. Hein, on ne couvrira pas les besoins énergétiques de la planète uniquement avec des éoliennes, du solaire et du nucléaire. Ça, c'est une illusion totale et tout le monde le sait. Donc, de toute façon, la planète va vers une tendance qui est un accroissement des émissions de CO2, quoi qu'on fasse. Alors, vous voyez qu'on a une variation annuelle. Globalement, les États-Unis et l'Europe, on est dans une variation négative. Mais regardez du côté de la Chine, on est à plus 2. Le reste, 2,6. L'Inde, plus 3,7. C'est considérable, vu le montant en jeu. Donc, c'est à peu près la même carte que celle que je vous ai présentée en début, avec en gros un lien qui part de l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie, qui est demandeur d'énergie et qui va consommer de plus en plus, et les pays qui sont, je dirais, à maturité, comme l'Amérique du Nord et l'Europe, mais qui ne font que très peu. Hein. Regardez l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est quoi? C'est 800, 900 millions d'habitants sur une planète qui fera 9 milliards et demi dans 20 ans. Donc, les enjeux sont ailleurs. Si on fait un petit zoom sur l'Europe, alors on ne pouvait pas vous représenter les flux de gaz de toute la planète, de toutes les zones, parce que c'est absolument illisible. En revanche, si on regarde l'Europe, c'est quand même assez intéressant de voir que pour ce qui est de l'année 2024, en tous les cas, si vous regardez en milliards de mètres cubes, on a encore importé 51 milliards de mètres cubes de gaz de Russie. Alors, moi qui pensais qu'on avait complètement cessé les importations, ce n'est pas le cas. Alors pour beaucoup, c'est des pays d'Europe de l'Est. 51 plus 21. Plus 21, oui, parce que oui, ça fait 72. Parce qu'effectivement, il y a du gaz liquéfié qui arrive euh, par bateau et l'autre par pipeline encore. Parce que tous les pipelines n'ont pas été détruits. Fort heureusement. Donc, on est quand même très, très demandeur de gaz en Europe, puisque même la consommation qui vient d'Europe, en fait, elle vient de Norvège, le premier fournisseur de l'Europe continentale, on va dire. Mais vous voyez qu'on a également un énorme flux qui vient des États-Unis, donc du gaz liquéfié, mais également un peu du Brésil, beaucoup d'Afrique. Quand on voit l'Afrique, c'est un niveau très élevé, notamment qui vient d'Algérie, du Moyen-Orient, et puis évidemment l'ancienne République soviétique et de la Russie. Donc, si on mettait en revanche les prix, ce qu'on n'a pas, ce serait intéressant, parce que là, on verrait qu'effectivement,
En termes de prix, le flux qui vient des États-Unis serait beaucoup plus important parce que je crois qu'en moyenne, le gaz est 4 fois plus cher quand il est liquéfié que lorsqu'il vient de Russie par pipeline. Donc une dépendance totale. Alors vous allez voir que c'est une des grandes, j'en profite pour vraiment me rajouter comme argument à ce que je vous ai dit précédemment, le fait que vous allez voir que l'Europe, on est totalement dépourvu de tous les éléments dont on a besoin pour faire, déjà pour aujourd'hui, pour, en termes d'hydrocarbures, mais sur les éléments dont nous avons besoin pour la fameuse révolution énergétique. C'est un point vraiment à prendre en considération. Quand on regarde la production d'électricité, alors c'est un domaine dans lequel on se distingue, nous en Europe, c'est qu'effectivement, on a une part d'énergie renouvelable qui est considérable. Et la part de l'électricité faite à partir d'hydrocarbures, elle est marginale en Europe. Elle est très marginale, elle fait un peu plus de 25%. Si vous avez, là-dessus, on est complètement, c'est vrai qu'on est des bons élèves, puisqu'on a une part de nucléaire qui est vraiment importante, l'hydroélectricité qui est à peu près pareil, on va dire c'est dans les 18-20%. On a énormément de renouvelables, ça du fait de l'Allemagne, et l'hydrocarbure, ça compte vraiment très peu. En revanche, on est les seuls qui sommes dans cette situation, parce que ce que vous preniez les États-Unis, la production électrique américaine, c'est principalement du gaz naturel et du charbon, peu de pétrole à 60-65%. La Chine, n'en parlons pas. Quand vous prenez la Chine, c'est énormément, là en revanche, du charbon. Gaz naturel, du charbon. Énormément. Plus de la moitié, plus de 60%. Mais si vous prenez un pays, regardez comme l'Inde, c'est extraordinaire, puisque son électricité elle est produite à 70% avec du charbon. Vous voyez, là, c'est forcément très fortement émetteur de CO2. Et le mix hydrocarbures, il est très fort. Donc, globalement, vous avez pour la planète, regardez, ça donne 2% pour le pétrole, 22% pour le gaz naturel et 34% pour le charbon. C'est-à-dire que les hydrocarbures, ça fait quasiment 60% de la production électrique de la planète. Et dans certaines zones, c'est beaucoup plus important. Donc là aussi, l'électricité dont on nous parle tous les jours, l'électricité, derrière, c'est encore majoritairement des hydrocarbures. Alors l'Europe, nous sommes de bons élèves, c'est sûr, mais on est un peu exceptionnel. Et quand vous regardez la part de l'Europe, qui fait à peu près 15% de la production électrique dans la planète, c'est peut-être 3,4 divisé par 31, ça veut dire que là aussi, les enjeux sont très majoritairement hors d'Europe. Si on regarde la production nucléaire, alors là, on se distingue tout à fait, puisque globalement, la production d'électricité de la nucléaire, ça fait pas le quart de la production européenne. C'est quand même 16% en Chine, ils produisent énormément, c'est une part qui est un peu croissante, puisque les Chinois produisent à un rythme soutenu des centrales nucléaires. La Russie, bon, c'est que 8%. Les États-Unis, c'est quand même 29%. Tout doucement, le nucléaire, on voit qu'il commence un petit peu, très marginalement, à produire dans différentes zones. L'Inde commence, la Corée du Sud et le Japon, ça c'est plus ancien. Bon, le Japon, du fait du problème qu'ils ont eu il y a quelques années, ils ont diminué leur production d'énergie nucléaire, mais globalement, le nucléaire est principalement présent dans l'hémisphère nord et fait une croissance importante en Chine. Si on regarde les réserves de charbon, parce que vous voyez que le charbon, c'est le premier producteur qui est à l'origine de la première hydrocarbure pour produire de l'électricité, mais il est utilisé également énormément pour le chauffage, pour le logement du pays. Quand on regarde la carte des réserves, on en a encore sous le pied, puisqu'on a à peu près 140 années de consommation en réserve. Donc on a le temps de voir venir. Et là, point unique, l'Europe a des réserves de charbon. Regardez bien cette carte, parce que vous la verrez plus par la suite, puisque l'Europe va complètement disparaître des cartes que je vais vous montrer après. Mais c'est le seul hydrocarbure qui est vraiment présent de manière importante en Europe, avec 91 000 tonnes de réserves, suivi, alors vous avez les États-Unis, qui sont très très bien pourvus en réserve de charbon, la Russie aussi, et puis la Chine avec 143 et l'Australie 150. Donc de ce point de vue-là, il y a un dispatching qui est à peu près qui est assez ouvert, qui fait qu'il y a quand même beaucoup de zones qui ont du charbon dans le monde, donc ce n'est pas un élément qui devrait nous poser des problèmes demain, puisque l'approvisionnement est vraiment très diversifié. Maintenant, si on attaque un peu l'élément qui nous interroge le plus, puisque dans notre transition
écologique, même si on y va un peu moins fort. Et c'est un autre sujet, on en reparlera, mais moi je pense que la Commission fera encore des amendements parce que l'objectif de 100% ou même de 90% du parc en 2035, des ventes, pardon, me semble quand même très très optimiste. Mais de toute façon, on va vers un véhicule électrifié et 100% électrique. Alors on a regardé un petit peu ce qu'il en était des minerais qui rentrent en ligne de compte dans la production notamment de batteries, mais pas que. Parce que si on prend le cuivre, vous savez qu'il y a beaucoup de bobinage dans une voiture électrique, mais, sur le moteur notamment. Mais pour ce qui est des batteries, alors que ce soit des batteries lithium-ion, des batteries LFP, bah dans tous les cas de figure, le lithium-ion, il faut du lithium, du nickel, du manganèse et du cobalt, principalement. Et dans la batterie LFP, c'est du lithium de fer et de la phosphate. On a également besoin d'éléments qui viennent des terres rares, pas pour la production de batteries, mais globalement pour la production des moteurs électriques. On a également besoin de tout ce qui permet de fabriquer des aimants. Hein. Et alors là, on va vous présenter uniquement les lieux dans le monde où on trouve ces éléments. On ne va pas parler du raffinage, sachant, comme vous le savez, que la Chine a, sur tous ces éléments, entre 80 et 95, 96% des capacités de raffinage de la planète. C'est un autre débat. Mais rien que sur l'approvisionnement lui-même, l'approvisionnement brut. Alors, il y a évidemment le cobalt, hein, on va le voir, puisque dans la batterie NCA, évidemment, nickel, cobalt, aluminium, là, on a un énorme besoin de cobalt. Alors, justement, le cobalt. On vous a fait une petite carte qui montre la production de cobalt en 2024 en bleu. Ce sont des milliers de tonnes. Donc la production, c'est 270 milliers de tonnes en 2024, plus 33%. Et là-dedans, le Congo, à lui tout seul, il pèse pour 55%, puisqu'il fait à peu près 200 milliers de tonnes. Ah, le pourcentage, c'est pour les réserves. Bah, on est à peu près au même niveau, parce que si on fait 200, 170, on doit trouver dans les 60. C'est à peu près pareil. Donc le pourcentage est sur les réserves. Ce qui est très intéressant, voyez-vous, c'est de voir qu'en gros, du cobalt, alors ça ne va peut-être pas leur porter chance. Il y en a à Cuba. Il y en a à Cuba. Attention, moi je serais assez inquiet. Je pense que leurs voisins doivent lorgner là-dessus, exactement comme le pétrole au Venezuela. À mon avis, c'est pas de chance d'en avoir des réserves comme ça. Il y en a très peu au Canada. Il y en a évidemment énormément au Congo. En fait, c'est le pays qui a des énormes réserves de voir, et l'Australie. Donc ça, c'est quand même un facteur intéressant. Après, il y en a quand même de manière intéressante en Nouvelle-Calédonie, un tout petit peu, en Papouasie, en Philippines, peu en Chine, et quand même en Russie. Mais strictement rien en Europe. Moyen-Orient, Europe, vous allez voir que sur ces métaux, en gros, les pays qui sont producteurs de gaz et de pétrole n'ont aucun de ces métaux. C'est assez intéressant. Donc, stratégiquement, eh ben, il y a un acteur qui écrase absolument tout le monde et puis un deuxième qui est quand même l'Australie qui a des réserves intéressantes. Si on prend la production et les réserves de cuivre, eh ben, c'est exactement le même topo, peu de choses près, avec un acteur en plus qui apparaît, qui est le Chili. Alors, il a 19% des réserves de cuivre, le Chili, suivi du Pérou, du Congo. Vous avez l'Australie également, l'Indonésie marginalement, la Chine très marginalement, les États-Unis 5% quand même intéressant. Et vous voyez que par rapport à ce qu'on a vu sur le pétrole et le gaz, eh ben, il y a moins de producteurs sur ce type de minerais, qui sont pourtant fondamentaux pour toutes les industries, pas que pour l'automobile, puisque dans la révolution industrielle qu'on vit, le cuivre est absolument fondamental. Je pense qu'il y a un problème sur le pourcentage des réserves. Il faut le refaire. À mon avis, c'est. Ça fait pas ça. Ça fait pas 100. Ouais, bon, on vous le refera, on va regarder. 80, c'est pas la réserve, c'est combien? Réserve mondiale, c'est 900, c'est-à-dire que c'est un millier. Oui, on devrait avoir. Oh non, non, c'est bon, 10% d'Australie, c'est ça. Hein. C'est ça. Non, non, c'est ça, c'est bon. Le pourcentage est bon. Voilà. Donc le cuivre, une matière première qui est fondamentale et qui est dans très peu de pays, avec un pays qui est en tête de liste, c'est évidemment le Chili. On regarde la production d'aluminium. Alors l'aluminium, c'est absolument incroyable de voir que la Chine, en fait, elle produit 62% d'aluminium du monde.
c'est phénoménal, suivi par l'Inde et la Russie, marginalement le Canada et l'Australie. Alors, vous voyez, Amérique latine, Europe, rien du tout. Pratiquement totalement absent. Si on prend le lithium, alors regardez le lithium, on trouve quelque chose qui est assez comparable à ce qu'on trouvait sur le cobalt et surtout sur le cuivre. Là, il n'y a plus la République du Congo. Le Chili est très fort, puisque sur une production de 24 000, de 28 000 milliers de tonnes, il en a quasiment le tiers de réserve, en termes de réserve. Sa production n'est pas très importante. Enfin, il fait à peu près 25-26% de la production, un peu moins que ça part dans les réserves. Mais on a l'Argentine qui apparaît, avec 14% de réserves. L'Australie qui est équivalent quasiment, qui est entre les deux, avec 25% des réserves mondiales. Donc l'Australie, quand même, un pays qui peut voir l'avenir assez sereinement, parce que sur ses matières premières, il est quand même globalement très bien placé. La Chine, 11%. Le Portugal, on se demande ce qu'il fait là très très peu, mais une toute petite réserve de lithium. Et aux États-Unis. Donc, voyez-vous, là aussi, le lithium, il vient de très loin, principalement, même si après son raffinage, il va se faire en Chine. Mais globalement, les mines, elles sont hémisphère sud et loin de nos bases, très loin. Si on prend le manganèse, alors le manganèse, c'est impressionnant de voir qu'effectivement, on a un pays qui est l'Afrique du Sud et l'Australie, deux pays qui se partagent quasiment, si on prend le pourcentage, alors il y a un souci. On vous mettra, on a un problème, à mon avis, il y a une virgule qui n'a pas été placée. Mais quand on prend les réserves, on est sur deux pays qui, à eux seuls, vont faire 85% des réserves mondiales entre l'Australie et l'Afrique du Sud. Il y a une virgule, en fait. Si vous faites la somme des deux, vous êtes si ça doit être 34,5 et 38,6. Ça fait ça, les deux réserves. Et la Chine, c'est 19,3. Il y a juste un problème de virgule qu'on mettra, et le Gabon, c'est 4%. Là aussi, des réserves qui sont toutes très loin, et l'Europe est complètement absente au niveau du manganèse. Si on prend les réserves de nickel, là aussi, on retrouve. Alors, on a un pays qui apparaît, qui sont les Philippines, et notamment l'Indonésie. Alors, l'Indonésie, ils ont 38% des réserves de nickel. L'Australie est également bien placée. La Nouvelle-Calédonie, attention, c'est un atout pour la France, elle est présente, avec à peu près 5%. Là aussi, c'est peut-être pas complètement. C'est un peu corrélé aux problèmes qu'on peut avoir là-bas, hein, parce que tout le monde dit qu'effectivement, quand on fait des analyses, ce sont des réserves qui intéressent beaucoup de pays. Donc, il faut y faire assez attention. Et vous avez marginalement la Chine et la Russie, mais tout est en Asie du Sud-Est, sur le nickel, avec un tout petit peu de Canada. Rien, évidemment, en Europe. Si on prend les réserves de zinc, on a une partition en deux, avec quasiment, quand même, pratiquement la moitié des réserves sont en Asie. On est les trois pays, ça fait 50% entre l'Australie, l'Inde et la Chine. Une production australienne qui est toute petite par rapport à ses réserves. Et puis là apparaît le Pérou et le Mexique, qui ont des réserves relativement importantes, puisque notamment le Pérou, 9% des réserves mondiales et une production qui est également intéressante. Donc, là aussi, l'Europe est totalement vierge de réserves en zinc. Voilà, alors donc tous ces éléments, ils nous montrent quoi? Ils nous montrent qu'effectivement, on a une très forte dépendance vis-à-vis de la Chine, ça on le savait, par rapport notamment à la problématique des terres rares, mais on a surtout une très forte dépendance par rapport à tout ce qui est lié à la filtration, comment dire, à l'extraction de ces matières premières qui sont ensuite traitées pour fabriquer des batteries. Là, l'industrie chinoise, elle a un monopole absolu. Sinon, pour ce qui est de tous les métaux qui sont en première ligne par rapport à nos objectifs de transition écologique, vous pouvez voir que l'Europe est extrêmement mal placée, puisque globalement, on n'a rien dans aucun domaine. Voilà. Ça, c'est un point quand même important. Le deuxième qui me semble également important, c'est quand vous prenez le nombre de pays producteurs, vous en avez moins que sur les hydrocarbures. Donc, potentiellement,
quelque chose qui géopolitiquement peut nous créer des problèmes parce on va être très dépendant de moins de pays. L'autre élément sur lequel il faut, à mon avis, avoir un œil et qui déjà pose des questions, des problèmes, parce que si vous lisez un peu l'actualité, c'est un élément qui revient assez souvent, c'est que dans la plupart des pays, notamment en Amérique latine, mais également en Asie, où on extrait des matières premières que je viens de vous présenter, ce sont des terres qui sont généralement arides. Le processus, même s'il s'améliore, il est très, très, très consommateur d'eau. Et le problème, c'est qu'on a donc des réserves de matières premières dans des zones qui subissent déjà un stress hydrique très important. Donc, ça crée beaucoup de débats parce qu'au niveau des populations, ça crée des problématiques et des problèmes d'eau très importants. Je rappelle, vous avez régulièrement, si vous allez sur les publications de l'Agence internationale de l'énergie, ils publient des analyses sur à peu près toutes ces problématiques. Moi, j'ai lu leur dernier rapport. Alors, ils mettent beaucoup moins l'accent sur les quantités de ces matières premières dont on aura besoin dans l'année qui vient. Et je pense que c'est lié aux éléments dont je vous parlais, notamment la problématique hydrique, parce qu'ils se rendent bien compte qu'en fait, on va avoir un besoin phénoménal, une multiplication par 10, par 12, par 20 des besoins de ces métaux sur les 25 prochaines années. Et par exemple, pour sortir une tonne de lithium, j'ai dit qu'il fallait 500 mètres cubes d'eau. Je vérifierai le chiffre, mais il m'a marqué, c'est de cet ordre-là. Donc, ce sont des productions qui sont très dévoreuses d'eau, et la problématique, c'est qu'une fois que l'eau a été utilisée, on ne peut pas la réintégrer parce qu'il faudrait la purifier, et elle est inemployable ensuite, ni pour l'agriculture, évidemment, encore moins pour la consommation. Donc ça, c'est un point qui peut-être va être un point très, très, très dur, qui est lié au fait qu'au-delà des réserves qu'on peut avoir, sortir le rendement également, il baisse fortement. On s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, pour sortir une tonne de lithium, ben, il faut sortir de plus en plus de quantités de plus en plus importantes de terre, parce qu'évidemment, plus vous faites la teneur, je dirais, d'un mètre cube de terre en minerai, elle est d'autant plus forte que c'est généralement à la surface. Plus vous creusez, plus en fait la teneur demande en fait de plus en plus de travail, d'eau, d'énergie, de camions, etc. Donc ce sont des problématiques complexes. Voilà, donc on a à peu près, on a terminé. On vous enverra un élément en complément, je pense quelques éléments, on peut vous les envoyer d'ailleurs même tous, hein, c'est un fichier absolument énorme, c'est le fichier Excel qui vous permet d'aller chercher toutes les infos que vous voulez. Sur de manière très, très, très détaillée tous les éléments qu'on vous a présentés. Il y en a beaucoup plus. Moi, je vous dis, nous, vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, sachant qu'on sera là encore la semaine prochaine, on s'arrête le jour, et on reprend le 5 janvier. Voilà. Et le prochain webinaire, ce sera l'Observatoire des marchés qui aura lieu le 30 janvier. Vous recevrez une invitation. Avec un bilan de l'année. 24, j'espère, disponible. 25, pardon. On passe en 25, 26 déjà, 2026. Terrible. Terrifiant. Bon, bah écoutez, je vous remercie à tous. Passez de très bonnes fêtes. Et puis, on vous dit, à très bientôt, hein, l'année prochaine. Merci à tous les deux. Bonne fête.